Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui pour vous c'est une première séance, c'est la première séance, d'accord? C'est la première séance chimie. Nous allons commencer la première manipulation qui est une manipulation fondamentale. C'est une manipulation fondamentale parce que elle couvre, si vous voulez, disons, un dosage classique que vous connaissez déjà. Il s'agit d'un dosage acido-basique. Donc, notre manipulation aujourd'hui, on va avoir affaire à un dosage acido-basique que l'on va étaler sur deux grandes parties. La première partie sera démonstrative pour vous puisqu'il s'agit d'une initiation et la deuxième partie, ce sera vraiment une manipulation qui va vous concerner, c'est-à-dire on va faire la première partie ensemble, on va faire un tour, disons, plus ou moins complet des propriétés de ce dosage. Ensuite, la deuxième partie, nous allons avoir à faire un autre dosage que vous allez faire vous-même. D'accord? Donc, la première partie va concerner le dosage de HCl par NaOH. Et c'est la partie que nous allons faire ensemble. La deuxième partie va concerner un autre dosage, et cette fois un autre acide, mais toujours par la même base, NaOH, qu'on appelle la soude dans le jargon chimiste vulgaire. Bon, la première des choses, je vous demanderai quelle est donc la propriété d'un dosage acido-basique. Comment se fait un dosage acido-basique? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je crois que la réponse est assez simple, vous la connaissez déjà. Un acide, il réagit, il met en jeu quoi? Des protons H+. Ou bien, pour être plus précis, un H3+. Donc, quand on a affaire à un dosage acido-basique, principalement, la réaction chimique se fait à travers la mise en jeu d'un proton H+. Comme une base, il met en jeu un ion OH-. C'est donc aujourd'hui cette confrontation acido-basique entre deux composants antagonistes. Quand on dit antagonistes, c'est-à-dire de sens opposé. S'il n'y avait pas cet antagonisme, on n'aura pas affaire à une réaction chimique, tout le temps. Donc, la première partie va concerner HCl-NaOH, la deuxième partie H3PO4-NaOH. À votre avis, quelle est la différence entre ces deux acides, le comportement acide de ces deux composés? Quelle est la différence entre une réaction de HCl et la réaction de H3PO4 en solution, bien sûr. Donc, vous pouvez le constater, le HCl ne peut mettre en jeu qu'un seul proton H+ en solution. Tandis que le H3PO4, il peut mettre en jeu soit un proton H+, soit un deuxième proton H+, soit aussi un troisième proton H+.
Donc, vous pouvez remarquer, on a aussi des acides qui peuvent mettre soit un proton H+, soit un deuxième proton H+. Quel est l'exemple d'un acide qui peut mettre 2 protons successifs en solution? Vous connaissez l'acide sulfurique, H2 et SO4. Donc, pour nous, on va donc aborder un dosage HCl-NaOH où la mise en jeu, où la réaction chimique se fait par le biais de mise en jeu d'un seul proton H+. On appelle cet acide un monoacide. Et on appelle le H3PO4 un 3 protons, un triacide. Très bien. Donc, maintenant, on peut faire un pas de plus et on va parler donc de ce dosage. C'est quoi un dosage chimique? Nous avons en jeu un acide qui va mettre des protons H+ en solution et en partie opposante, nous avons une base qui va mettre en jeu, en solution, des ions H-. Qu'est-ce qui va se passer? Une implication obligatoire, ce qu'on appelle une neutralisation. Donc, le fait de mettre en solution 2 composants tels que H+ et OH-, quand on va les mettre en solution, il va y avoir neutralisation mol à mol de tous les protons H+ par les OH- ou vice-versa. Très bien. Donc, si on applique maintenant ce qu'on vient de dire à notre partie de dosage qui est HCl-NaOH, je schématise cette opération par une burette où je vais mettre la base NaOH et je peux la verser dans un bécher contenant un acide. Bien sûr, ici, il s'agit de HCl. Voici le principe de dosage. 2 composants antagonistes. Et le principe de dosage consiste à la chose suivante. Je vais mettre un volume d'acide dans mon bécher que je vais noter le volume VA. Je vais la choisir 10 ml. Je peux choisir n'importe quel volume, entre parenthèses. C'est plus simple. C'est un volume moyen qui me permet des dosages rapides, efficaces. Ensuite, je vais verser la soude sur ce volume d'acide jusqu'à ce que la neutralisation se réalise. C'est très clair. Ma question maintenant, quand est-ce que je vais savoir que la neutralisation est faite, est complète? Vous êtes d'accord que je neutralise un volume d'acide par une base, mais quand est-ce que je vais m'arrêter? Et je dis que voilà, la réaction est totale. Si vous regardez devant vous le matériel qu'on fournit sur la paillasse, vous avez la réponse à ma question. En plus des solutions que l'on va utiliser, vous avez 3 flacons. Regardez bien. 3 petits flacons qui contiennent des solutions. Ce sont des solutions organiques, des composés organiques, avec des couleurs. Ça ne vous dit rien? C'est rapportant à ce qu'on dit. Comment je vais savoir que j'ai neutralisé le volume acide
par un certain volume basique. Bon, c'est ce qu'on appelle un indicateur coloré. Cet indicateur il indique par quoi? Par la couleur. Indicateur coloré, il indique quelque chose par un changement de couleur. Donc, il indique exactement le point d'équivalence, c'est-à-dire là où on a une égalité entre deux choses. Quoi et quoi? Alors, faites attention s'il vous plaît à ce que je vais dire. Donc, il y a une équivalence, on a une égalité entre le nombre de moles acides dans le volume VA, que j'ai choisi moi-même, avec le nombre de moles basiques contenus dans le volume que je vais verser sur cette quantité-là. Donc, égalité entre le nombre de moles acides dans le volume VA avec le nombre de moles basiques dans le volume VB qui est versé par la burette. Alors, cette égalité est traduite par une relation fondamentale, je crois que vous connaissez déjà. Cette relation est toujours vraie et valable pour tout dosage, quel qu'il soit. Donc, il schématise ce que je viens d'expliquer, donc les deux égalités entre les deux quantités acides basiques lors de la neutralisation totale. Très bien, regardons un petit peu ce qu'on a écrit. Donc, j'ai ici Na, qui est la normalité de la solution acide. Vous savez ce que ça veut dire une normalité. Donc, ici, c'est la normalité de la solution acide. VA, c'est le volume que j'ai exposé pour le dosage, c'est le volume acide. Donc, pour moi, ici, c'est 10 millilitres. De l'autre côté de l'égalité, NB, c'est la normalité de la base. Et le VB, faites attention, c'est bien le volume de la soude versée. Les radis, à l'acide. Donc VB, volume de base. La base, c'est NaOH. Versé. Pourquoi j'écris ça? Pour que vous assimiliez bien cette équation-là, parce qu'elle est fondamentale. Alors, j'ai exprès de faire cette identification pour que l'on sache, en fin de compte, pourquoi on fait ce dosage. Pourquoi on expose cette égalité? C'est dans un sens bien précis. C'est sûrement pour tirer quelque chose. Donc généralement, c'est une inconnue que l'on tire de cette équation. Et généralement, c'est donc l'inconnu de l'équation. C'est pour tirer une inconnue de l'équation. Et donc, dans notre cas, c'est chercher la normalité de l'acide HCl. Donc, à partir du dosage, ça va me permettre de calculer cette normalité, connaissant. Donc, la normalité de la base, c'est une donnée, on vous la donne. Regardez, d'ailleurs, je l'ai écrite sur le tableau ici. La normalité de NaOH, c'est déjà donné, 0 à N. Vous voyez? Donc, c'est une donnée. Le VA, c'est fixé, c'est moi-même qui le fixe. Et donc, la normalité, moi aussi, c'est une donnée, je la donne. Et le VB, il sera connu à travers le dosage. Quand il y aura équivalence entre
l'acide et la base lors du dosage. D'accord? Donc, jusqu'ici, c'est très bien. Et on arrive maintenant à la question que j'ai posée précédemment. Comment découvrir? On a vu comment on peut découvrir le point d'équivalence. Et j'ai dit à travers un indicateur coloré. On va rester sur ce point une petite minute. Parce que c'est important d'expliquer le phénomène qui va arriver maintenant. Alors, la question c'est comment donc utiliser un indicateur pour qu'il puisse me donner l'indication de la fin du dosage. Comment je peux utiliser cet indicateur? D'une autre manière, je pose la question d'une autre manière. J'ai 3 indicateurs ici. Comment choisir le bon indicateur pour mon dosage? Alors, si vous avez bien lu votre polycopier, on va utiliser les données qui sont dedans. Regardez la page 10. Il y a un tableau. Voilà. Donc, dans ce tableau, regardez bien, il y a une évolution sur l'abscisse, une évolution du pH qui va de 0 jusqu'à 14. Donc, toutes les valeurs pH, soit acides, soit basiques. Et puis, en colonne, vous avez les différents indicateurs avec une indication très importante. L'indication, si je prends le premier indicateur, l'héliantine, donc l'héliantine, regardez, il me donne, le tableau, il me donne la variation de la couleur de cet indicateur en fonction du pH. Donc regardez, le pH en évoluant de 0 à 14, la couleur de l'héliantine change 2 fois, entre 0 et 3,2 pH, sa couleur elle est rouge. Il y a une zone de virage qui va maintenant changer la couleur de mon indicateur vers le jaune après la zone de virage. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que cet indicateur qui change de couleur à travers les valeurs du pH, il va me permettre donc de situer aussi mon point d'équivalence par un changement de couleur. Et l'exemple, on va faire un exemple. On prend l'exemple de HCl et NaOH. Et donc si je veux utiliser ce tableau si je veux utiliser mon tableau pour le premier dosage, quelle est l'indication qui me manque? Si je veux utiliser ce tableau-là, je dois connaître l'évolution du point d'équivalence de NaOH par HCl, c'est-à-dire situer le pH, parce que l'indicateur il varie en fonction du pH. Donc il me faut une indication supplémentaire qui est la courbe de titrage La courbe que je vais dessiner, elle est déjà dans votre polycopier. Elle est très importante. Pourquoi? Il me donne exactement le pH du point d'équivalence du dosage NaCl par NaOH. Lorsqu'il y a neutralisation, donc au point d'équivalence, il y a un pH autour de ce point d'équivalence. Cette courbe de titrage, elle me le donne. J'en ai besoin pour l'appliquer dans ce tableau. Donc, vous constatez, donc regardez, je ne sais pas dans quelle page, il y a votre courbe. La page 19. Donc la page 19, elle situe
Lorsque je verse la soude sur HCl, c'est exactement notre cas, au point d'équivalence, pour le volume versé VE, ce point il se passe à un pH égale 7. L'évolution du pH de la neutralisation de NaOH par HCl est représentée par cette courbe. Le point d'équivalence se passe pour un volume VE de base versée et il se passe exactement au pH égale 7. C'est-à-dire, si on fait cette réaction chimique ici devant vous, je prends un pH mètre et je réalise la neutralisation. Et lorsqu'il y a point d'équivalence, je vais constater qu'il se passe à un pH 7. C'est tout simple, c'est ça. Donc moi, je vais recueillir cette indication pour pouvoir choisir mon indicateur dans le tableau que je vous ai montré, page 10. Donc maintenant, avec l'indication au tableau, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les indicateurs qui peuvent me signifier ou bien me montrer le changement de couleur pour le point d'équivalence que je viens de vous expliquer, que je viens de vous annoncer. Quels sont les indicateurs qui peuvent m'indiquer la zone de virage du dosage NaCl par NaOH, de HCl par NaOH. Yallah. Ah donc, je vous donne l'exemple. Le premier, l'héliantine, est-ce qu'il peut me convenir? Je regarde sa zone de virage. La zone de virage, elle est entre 3,2 et 4,4. Or, moi, je cherche une zone où le pH est autour de 7. Donc, cet indicateur ne peut pas me convenir. D'accord? Le deuxième, le verre de bromocressol. La zone de virage de ce composé est entre 4,4 et 5,6. Est-ce qu'il peut me convenir? Oui ou non? Non, très bien. Parce que le 7, il est toujours hors de cette zone de virage. Le troisième, le rouge de méthyle, 4,4, 6,2. Toujours non. Le tournesol, 5 et 8. Oui ou non? Oui, bien sûr. Donc le 7, pH 7, il est dans cette zone de virage. Donc l'indicateur coloré peut changer de couleur lors du dosage HCl et NaOH. Je continue, le bleu de bromothymol, 6,2, 7,6. Oui, puisqu'il encadre le pH 7. Donc les deux autres ne conviennent pas. Ils ont des zones de virage qui sont hors du point 7. Donc ils ne me conviennent pas. Alors, résumé, je viens de découvrir la possibilité d'utilisation de deux indicateurs tels que le tournesol et le bleu de bromothymol. Je vais les écrire et on discutera. Je vous poserai une question là-dessus. Là, on arrive à une question très importante. C'est une très bonne question à l'examen, bien sûr. Donc, si je vous pose la question, parmi ces deux indicateurs, quel est le meilleur qui peut m'indiquer le meilleur dosage? Quel est le meilleur indicateur qui puisse me donner le meilleur résultat, à votre avis? Est-ce que, d'une autre manière, plus simple à comprendre, est-ce que l'indicateur a une petite zone de virage est efficace, ou bien celui qui a une zone plus large qui est efficace? Plus petite, il y a plus grande qui est efficace. J'aimerais bien vous écouter. Sûrement, ce sera l'indicateur
avec la zone de virage restreinte qui est meilleure pour l'indication. Bon, donc on comprend très bien, puisqu'il a une zone mince, c'est là. Donc on peut se tromper moins, il y a peu de valeurs de pH pour lesquelles il commence à donner le virage. Donc il est qu'un cuir, il peut donner la même indication pour un étalage plus grand de pH, de valeur de pH. Donc la zone serait là, il là où il compte l'indicateur plus efficace et meilleur. D'accord? Donc, ça, c'est un point. On arrive maintenant au dosage proprement dit. Nous avons donc fait un contour du dosage, quelques propriétés. Nous allons passer maintenant à la pratique. Et je vous montre par l'occasion le matériel que l'on va utiliser pour notre dosage. Donc, vous avez tous et toutes, nous avons une burette, ce qu'on appelle une burette, graduée généralement de 0 à 50 millilitres par des graduations Donc nous avons de petites graduations qui sont des dixièmes de millilitres. Et là, donc, nous avons 1 millilitre divisé par 10. Donc pour lire les petites gradations, une petite gradation, on va lire 0,1 millilitre. Alors, c'est très facile à manipuler. Vous avez un robinet que l'on peut ouvrir et fermer très facilement. Quand vous allez manipuler, essayez de ne pas toucher le bouton l'or, parce que si vous le touchez, vous allez ouvrir tout le robinet et ça va écouler. Faites attention, on va manipuler des acides et bases. Donc, quand on touche uniquement le robinet par deux gestes, soit ouvert, soit fermé. Bon, je vais commencer par plusieurs observations importantes. Pour vous, pour moi, qui nous sommes des manipulateurs, quand j'arrive sur un matériel en chimie, je ne fais confiance à personne quant à son utilisation. C'est-à-dire, pour moi, tout ce que contient cette burette, pour moi, elle est nulle et non aveugle. La première des choses, quand je vais manipuler ma burette, c'est de verser le contenu dans un bécher et l'évacuer. Je ne fais confiance à personne. Je suis un expérimentateur, donc j'évacue tout ce qui est dans ma burette. Très bien. Avec les valeurs lues sur la burette, celui qui a conçu, le fabricant de la burette, il nous donne l'erreur que l'on peut commettre en lisant un volume. C'est écrit, vous allez le voir, regardez bien, c'est écrit, l'incertitude sur la burette, elle est écrite dessus. Pour moi, c'est 0,5 millilitres. 0,05 millilitres. Donc, je l'écris si vous voulez. C'est 0,05, c'est écrit sur la burette. Je vais la noter tout à l'heure dans le tableau. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'utilisation de la burette. Je vais mettre ma base, qui est NaOH, dans cette burette. Je verse, j'ai un entonnoir. Je dépasse un petit peu le zéro. Et puis, donc ça, c'est évacué. Je ferme. Et
et je remplis par la base qui est NaOH. Vous avez tous la solution basique. Regardez. La première des choses, je vais rincer la burette par la solution que je vais utiliser. D'abord rincer par un petit volume. Je l'évacue. La solution est directe. Donc en attendant, je passe à la deuxième partie du matériel utilisé. C'est la deuxième partie, c'est cette partie-là, c'est-à-dire un bécher qui va contenir la solution acide. Et donc là, je ferme le robinet. Je remplis doucement. Lorsqu'on manipule les produits en chimie, il ne faut pas être hâtif et travailler avec calme. J'ai dépassé le zéro. Je regarde de manière à ce que mes yeux soient tangents au zéro, parce que faire une lecture dans ce sens, elle ne sera pas bonne. Faire une lecture dans ce sens, elle ne sera pas bonne. La meilleure, c'est que mes yeux soient tangents au zéro. Donc, je continue mon réglage. Doucement. Voici, mon zéro est réglé. La partie basique est prête pour la manipulation. À ce stade-là, donc la partie 1, elle est prête. Bon, je vous fais encore une remarque. Si jamais vous ratez le zéro, ça n'a aucune espèce d'importance, vous rajoutez encore une petite quantité de solution et vous réglez encore le zéro. C'est tout. C'est une question d'habitude. Bon, on va parler maintenant de la partie 2, de cette partie-là. Alors, j'ai 3 petits béchers. Vous avez tous et toutes 3 béchers, disons un grand, un moyen et un petit. Le petit n'est pas là. Je vais chercher le petit bécher. Voilà. Alors, il a été changé. Donc, ce que je vais dire maintenant est très important pour vous du côté manipulation, du côté pratique. Alors, les 3 béchers, ils vont servir tous. Alors, je vous conseille d'utiliser le plus grand pour le dosage, parce qu'il peut contenir un volume plus grand. Le moyen pour les essais, pour l'évacuation de solutions, etc. Et le petit bécher, je vais l'utiliser pour mettre les solutions acides, la solution acide dedans. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque je fais mon dosage, je fais la remarque tout à l'heure, et j'ai dit, je vais utiliser 10 ml de la solution acide. C'est un choix arbitraire. On peut choisir n'importe quel volume. D'accord? Donc, lorsque je vais choisir mes 10 ml, et là, je fais encore une remarque très importante, je ne pipette jamais directement les solutions demandées, directement. La solution mère, on l'appelle la solution mère, fondamentale. Je ne peux pas pipeter directement mes solutions dans les solutions fondamentales. Pourquoi? Tout simplement, je